Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Salut Flavie. Bonsoir Gauthier, comment vas-tu? Ben écoute, ça va très bien. Et puis, en plus, on a un programme chargé, donc je le dis rapidement, on va commencer à s'intéresser à Barnier, qui semble pour jaspiner dans les tranches lucarnes, si j'ai bien compris, comme dirait le Excuse-moi, général de Gaulle. comment tu... Je connais pas cette expression. Il parle à la télé, c'est ça? Ah, il jaspine dans la lucarne, c'est ça? Oui, c'est ça. Il parle à la télé en ce moment et j'ai juste Oh regardé là là, 5 minutes. Bon. vous en avez de la chance, il est où dans l'émission de Jacques Martin? Non, il est avec Caroline Roux, l'épouse du patron de Facebook France. Après, on parlera de Retailleau, le clash, parce qu'il n'y a pas que les rappeurs qui se clashent, il y a aussi les présidents du Conseil constitutionnel. La Fabius, il a dit qu'il en avait marre de Retailleau, enfin, de manière un peu plus subtile, évidemment. Petit 3, d'autres personnes qui ont l'air d'en avoir marre les uns des autres, le Liban, l'Iran et Israël. On essaiera de s'intéresser pourquoi. Petit 4, ceux qui en ont pas marre, c'est les Britanniques, qui se sont arrangés pour rester dans les îles Chagos pour 99 ans encore. Il faut se rappeler que la question, c'est est-ce qu'ils seront toujours là quand la guerre contre la Chine éclatera? On se rappelle qu'ils ont dû rétrocéder Hong Kong en 97 alors qu'ils pensaient l'avoir pour 150 ans. Le temps passe vite. Petit 5, le Japon, qui se dit que comme l'OTAN et, je cite Emmanuel Macron il y a quelques années, brain dead, il faut peut-être le ressusciter en Asie, si j'ai bien compris. Et enfin, petit 6, l'armée française en quête de crédibilité, pas de manière générale, juste en Europe de l'Est, je te rassure. Beau programme. Oui, bon. Alors, Barnier. Barnier. Alors, bon, en effet, il passe dans la lucarne en ce moment et il avait l'air, bon, le peu que j'ai vu, j'aurais bien vu un peu plus, mais enfin, le peu que j'ai vu était lénifiant. Il avait l'air assez mal à l'aise. C'est vrai qu'il est pris entre de multiples feux, spécifiquement ceux du RN et évidemment du Nouveau Front Populaire qui l'attendent, qui évidemment ont leur plainte forcément opposée à lui et opposée. Et puis voilà, et que ce soit bon, ce débat, là je parle juste d'une impression comme ça physique, hein, je trouve qu'il était mal à l'aise physiquement. Après, son discours de politique générale, enfin toutes les propositions qui ont été faites sont aussi lénifiantes, c'est-à-dire qu'en plus que ça rapporte par rapport au montant de la dette, sont ce que peuvent proposer d'abord, il y a majoritairement des hausses d'impôts, et à moitié, puisque je crois qu'il s'agit de, pour dire des chiffres exacts, il y a 40 milliards il y a 40 milliards de coupes de dépenses et 20 milliards d'augmentation d'impôts. Donc c'est l'inverse. Ils ont quand même prévu d'avoir des dépenses, un montant de coupe de dépenses plus important. Ça, c'était capital parce que évidemment. Mais tout ça. Ça va être aux bons endroits où ça va trancher, chérie. C'est pas alors sûr. déjà, où est-ce qu'on tranche? Pas toujours aux bons endroits. Et deux, ce que ça rapporte, c'est rien par rapport au niveau de la dette. Donc c'est vraiment vider l'océan à la petite cuillère. Enfin, Si j'ai bien compris, le monde dit une année, on va vraiment s'en prendre plein la gueule, et après 5 années de diète. C'est plus la rigueur, c'est la diète. Hein? Ouais, c'est charmant, je trouve. Mais là, le gouvernement aurait besoin de 60 milliards d'euros pour son budget 2025. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est... oui, alors, en fait, ils sont en train... Je n'oserais pas me tromper, parce que souvent, les phrases sont...
sont mal comprises sur ces histoires de budget. De quoi on parle exactement quand on parle de la dette, de Peut-être qu'ils quelle nous en dette? fument tout simplement, Il y non? a aussi les intérêts de la dette. Donc là, quand je dis 40 milliards de dépenses et 20 milliards d'augmentation d'impôts, c'est pour le budget 2025. Mhm. Mais où sont les économies pour alléger la dette, en fait, là-dedans? Voilà ce De qu'on a. toute façon, la dette, on ne peut pas l'alléger, vu que on doit s'endetter chaque mois pour payer les fonctionnaires. Donc, comment pourra-t-on un jour rembourser la dette? C'est totalement impossible. C'est comme essayer de repousser la marée avec une petite cuillère. Ah oui. Et puis il y a les Donc, taux d'intérêt de la dette. oui, Est-ce que c'est deux choses différentes? Parce que je ne suis pas une spécialiste du budget, mais sachant que depuis cette fameuse non loi, plus, je te rassure. je rappelle aux auditeurs, depuis cette fameuse loi de 73, c'est 73, nous nous endettons que sur des marchés, nous endettons sur les marchés financiers. Donc nous sommes soumis aux taux d'intérêt imposés par ces mêmes marchés. Alors qu'auparavant, notre dette était la nôtre, celle gérée par... C'était la Banque de France, Gauthier, qui gérait? C'était la Banque de France, c'était en partie la création monétaire, le circuit du trésor. Mhm. Et à partir du moment où le circuit du trésor a été démantelé progressivement, il y a eu un coup de départ en 73, mais en fait, ça s'est échelonné jusqu'aux années 80 et ça a été sanctuarisé, si j'ose dire, par les institutions européennes et la création de l'euro. Eh bien, depuis, on est rentré dans ce que l'économie Jean Fouras appelait la dictature douce du capital. Parce que c'est le capital des marchés qui va décider ce que le politique peut réellement faire. Ce qui est un petit peu fâcheux. Mais alors, autant il y a la dictature douce du capital, mais Barnier, moi, il y a un truc qui me fascine avec cet homme, c'est que théoriquement, l'eau tiède. Tout le monde s'en fout un peu de l'eau tiède. Il ne va pas y avoir des gens qui vont avoir des avis tranchés. J'ai l'impression que plus il fait de l'eau tiède, plus il a du bif avec plein de gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Bon, le Rassemblement national, fort heureusement, ils ont le projet, le procès des assistants parlementaires. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne les entend pas trop en ce moment. Parce que quand tu as des affaires de justice, en général, tu fermes ta gueule. Mais le procès des assistants parlementaires, il n'est pas nouveau. Oui, mais là, il entre quand même. Il y a eu beaucoup d'articles là-dessus. Il entre un peu dans une phase d'accélération. Ce qui peut peut-être donner une explication pourquoi le Rassemblement national fait un peu profil bas ces derniers temps. Mais alors, moi, ce que j'ai vu, la question que je me pose, c'est qui va voter quand même la confiance? Parce que même Darmanin, il a regardé le projet de Barnier, il a dit non, l'eau tiède. Non, c'est pas possible. Les hausses d'impôts, ça ne me convient pas et tout. Et Darmanin, qu'est-ce qu'il devient, lui, aujourd'hui? J'imagine, il doit être député. Juste député, oui. Il paraît qu'il devient pote avec Attal, qui se soutiennent pour préparer la présidentielle. Parce que, évidemment, ces deux mais candidats... ils ne vont pas se soutenir longtemps. Quoi? Ils ne vont pas se soutenir longtemps. Ils vont vite être... Non, mais pendant ce temps-là, pour étouffer Barnier, parce que, en fait, c'est ça, c'est que Darmanin, il est républicain. Alors déjà que les républicains sont arrivés derniers aux élections, ils font le gouvernement. Oui, non, ça, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est la chose la plus extraordinaire. C'est que là, en termes démocratiques, c'est même pas du déni de démocratie, on fait c'est-à-dire que oui, c'est l'inverse du résultat. S'il y a bien un parti qui a perdu aux élections, c'est les Républicains. PS perdait avant, mais maintenant il s'est mis dans une alliance bancale, mais il s'est quand même mis dans une alliance. Mais c'est vrai que là, d'avoir des Républicains, c'est extraordinaire. Alors ils ont pris des Républicains de droite, parce qu'il y a les Républicains. Donc c'était, est-ce qu'un peu, quoi? Oui, est-ce que c'est un petit signe pour le RN? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Retailleau, voilà, c'est quand même des républicains qui sont à la limite de se rapprocher du RN. À côté de tous ces gens-là, moi, je trouve que Picrocole, tu sais, le Picrocole, le roi ridicule dans Rabelais, c'est l'empereur Charlemagne, quoi. C'est des mecs, il y a le radeau de la Méduse, il y a tout qui coule, il y a les roquets autour, et ils continuent à se taper sur le radeau, c'est hallucinant.
Ouais, Non, ouais. mais Alors, oui, alors juste, bon, alors qu'est-ce qu'il nous propose Barnier? Augmentation, bah, forcément, oui, augmentation, donc, augmentation d'impôts, augmentation aussi du coût du travail, pour puisqu'il y aurait une 65 000 ménages pardon? seulement. Ou 65 000 ménages seulement. oui, alors une Les plus augmentation riches. d'impôts pour les plus riches, au-delà de 500 000 €, je crois, de revenus annuels, oui, c'est ça. Mmh. Alors mais évidemment, ceux-là, vont vouloir partir comme d'habitude. Ouais. Heu, donc j'entendais des départs vers l'Italie qui étaient prévus. Je sais pas, ou à la il y a un moment, c'était beaucoup en Belgique. Mais c'est vrai que c'est ça le problème éventuellement d'imposer les plus fortunés, ce qui pourrait s'entendre, quelque part puisque il y a pas maintenant les plus fortunés sont très, 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 très fortunés. Mais si c'est pour les faire partir, Heu, donc de c'est toute façon, toujours, il y a des gens qui avaient trouvé la solution, hein, c'est les révolutionnaires à partir de 1792, où là, on n'avait plus le droit d'émigrer. Mais je pense qu'il va falloir ça, c'est faut attendre que Bompard soit Premier ministre, Mélenchon président de la c'est vrai République, qu'ils ont puis là, on pas est ils ont tous pas un foutus. Danton ou un je sais pas, pour mener tout ça, hein. Un Danton, Excuse-moi, c'est-à-dire, avant Bompard, tout. non. Oui. Danton était une crapule, mais il faut pas le comparer à Bompard quand même. Bompard n'est pas Bah, non, il y une a une crapule crapule, mais qui c'est avait le niveau quand même en dessous par rapport à Danton. Dans les qui avait quand personnages même de la Révolution française, Bompard, je vois pas on est trop loin qui il du serait, compte. quoi. Ou même Robespierre, qui était, bon, ce qu'il était. Mais moi, je suis Mais persuadé que Robespierre, il voudrait pas de Mélenchon. Parce ah que oui, bien sûr. Robespierre se respectait un minimum quand même. Son Oui. pote, c'était Saint-Just. Déjà, Saint-Just, il était beau, et Mmh. puis en plus, Saint-Just, il était jeune. Oui. 2 caractéristiques que Mélenchon n'a pas. Enfin bref, ça doit Ouais, oui, on va on pas les dévie un comparer, petit peu ça va être par mot. compliqué. Mais juste pour terminer sur Barnier, alors oui, donc l'augmentation de l'impôt sur les sociétés qui avait été ramenée de 33 à 25 sous Macron, est-ce que là, il est question de le ramener à 33? Sachant que, je crois que ça concerne principalement alors c'est-à-dire qu'en fait, il y a entre les projets et ce qui se fait réellement, ce qu'on lit dans les articles n'est jamais très, très clair. C'est un peu comme le gouvernement, hein. On ne sait pas ce qui va Voilà, se faire réellement. et alors est-ce que hausse d'imp donc voilà, donc je sais pas très bien, je crois comprendre que c'est pour les sociétés qui ont un fort taux de pas de chiffre d'affaires, mais de profit. Mais enfin là, rien n'est encore, réellement, décidé. Et puis je termine juste sur, oui, encore 2 chiffres, hein. En France, donc, notre dette est de 111 du PIB, mais elle est quand même de 82 dans l'Union européenne. Donc en fait, c'est assez lourd partout, en moyenne, hein, j'imagine que c'est une moyenne. Oui, bah oui, et il faut pas oublier que dans l'Union européenne ou dans l'espace, monétaire commun? Parce que Bah, écoute, j'ai lu l'UE, mais tu me demandes de parce que dans préciser. l'Union, bah, dans ce cas, c'est l'Union européenne, parce que ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'en Union européenne, les pays d'Europe de l'Est ont beaucoup plus de mal à se financer sur les marchés. Mmh. Parce qu'ils ont souvent des monnaies nationales qui ont parfois subi des attaques spéculatives et tout. Donc très Mmh. souvent, en fait, les pays d'Europe de l'Est ne peuvent pas s'endetter autant que les pays d'Europe de l'Ouest. Donc, moyenne de 81, C'est c'est beaucoup, pas hein? si étonnant que ça. Mais à ton avis, quels sont les pays les plus endettés après la France? Puisque la France est le Ah pays le ben plus c'est endetté, je crois. l'Italie, c'est l'Italie. Ouais. Mmh mh. L'Italie, ils doivent être à 150, 160. Mais je me rappelle que les Italiens étaient à 110 de leur endettement au début des années 2000 et Alors que les après, Japonais à l'époque étaient à 130, que la blague circulait, quelle est la mmh, différence entre l'Italie et le Japon? 10 ans. Voilà. bah, il y a Et une pour autre au niveau non, il des y avait une Italiens, nous, on autre avait différence, 60 de dette. il y avait une autre différence de taille qu'on avait commenté la dernière fois, c'est qu'a priori les Japonais sont propriétaires de leurs dettes, ce qui n'est pas du tout notre cas. Alors je sais pas, quel est le cas italien exactement, mais nous, notre dette, elle est détenue à plus de la moitié par l'étranger. Ouais. Ce qui a d'autres conséquences en termes de souveraineté, en termes de, Mais d'un autre côté, quand on fera défaut, on ruinera des ouais, étrangers. oui, c'est ce que tu ouais, c'est vrai. On avait évoqué ça la dernière fois. Ouais. Donc oui, je voulais Ouais. juste, donc oui, ça c'était une idée d'Édouard Philippe en 2017, parler d'une contribution exceptionnelle surtaxe de 15 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires
dépasse le milliard et 30% pour celles dont le chiffre d'affaires dépasse 3 milliards. Ah, mais ça, c'est une idée il avait créé ça à l'époque. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça va revenir? Ça aussi, c'était pas très clair. Bon, voilà. Mais Je vais moi, vous lire ce que je plusieurs trouve, articles, c'est pas ça toujours. ce que je trouve fascinant, c'est que tu as une montagne de dettes. Mais c'est des trucs, en fait, qui dépassent l'imagination. C'est comme dans un bouquin de Lovecraft, quand on voit un démon devient fou. En fait, si on essaie de comprendre intellectuellement ce qu'est la dette, ça fait sombrer dans la folie, quoi. On perd la raison. Oui. Et cependant, eh bien, les mesures qu'ils proposent, mais c'est Des mesurettes. c'est toujours de passer de 15 à 17% d'intérêt. Oui, mais c'est ça qui est absolument, c'est démentiel. Et là, en termes d'économie, c'est toujours lutter contre la fraude de la sécurité sociale, c'est-à-dire pas éventuellement même revoir les montants de l'assistanat. Non, 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 lutter contre la fraude. Mais la fraude, c'est très important, mais c'est pas ça qui va être suffisant. Et d'abord, lutter contre la fraude, on en parle depuis des décennies, il n'y a pas le moindre début de volonté politique. Et lutter aussi contre les doublons administratifs, collectivités territoriales, etc. Enfin, tous les doublons administratifs de fonctionnaires. On a toujours dit ça, on ne l'a jamais fait. Donc là... Mais en fait, le truc, c'est que là, la régie nous dit que si on voulait rembourser toute notre dette, l'État français devrait y consacrer 10 ans de son budget complet. Pendant 10 ans, ça n'arrivera jamais. Quand Fillon disait qu'il était à la tête d'un État en faillite, il avait raison. Tant qu'on reste dans le paradigme de la dette actuelle, on ne peut que aggraver et approfondir la situation. Le problème, encore une fois, c'est que tant qu'on reste dans ce paradigme et qu'on est incapable de rembourser, on reste dans une atmosphère, c'est plus qu'une atmosphère, une situation totalement délétère dans laquelle on ne peut plus prendre de décisions. Tout est lié à ça, tout retombe dans le trou de la dette. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure aussi, dans les liens qu'on peut avoir avec nos créditeurs ou débiteurs, enfin ceux à qui on doit de l'argent. Nos créditeurs, oui, nos créditeurs. Donc c'est une situation totalement bloquée. Je vois pas comment ça peut se terminer. Mais en fait, le truc, c'est que c'est bloqué, mais depuis 30 ans. Alors, justement, pour terminer, la dette s'élevait à 55,8% du PIB fin 95. Donc, on l'a doublé depuis 95. Elle était à 66,8 à la veille de la crise de 2008. Et voilà, et on est au double. On remarque parce que quand l'euro a été adopté avec les critères de Maastricht, la dette publique ne devait jamais excéder 60% du PIB. Ce qui montre à quel point, quand on dit que les traités sont ultra contraignants sur la gestion économique, ce n'est pas le cas. Ça dépend sur quoi. Non, mais la dette visiblement, parce que visiblement, ce n'est pas quelque chose qui est si grave pour certains. D'ailleurs, on nous rionnait depuis des années quand on parle de la dette. Beaucoup de nos économistes nous disent que ça n'a aucune importance. Ah oui, de toute façon, c'est un truc, tu peux l'effacer d'un trait de plume. Selon vous, mais aussi la dette, j'imagine, fait les affaires des milieux économiques et financiers. Le capitalisme international sans la dette. Ils ont commencé en fait à se gorger sur la dette avec le marché des emprunts de guerre de la guerre 14-18. C'est là où il y a vraiment eu une explosion parce qu'ils ont commencé à titriser également les titres de la dette. Tandis qu'avant, la dette d'État au XIXe siècle était gérée par quelques très grandes banques. C'était un marché très très fermé en réalité. Donc, toute l'histoire du XXe siècle, c'est comment il y a eu une généralisation de l'argent fait sur la dette des États, ce qui s'est accéléré après les années 70 et la fin des moyens pour les États de se financer de manière autonome en faisant, pour parler un peu trivialement, de la planche à billets. Et en fait, sans la dette, tout le système capitalistique financier mondial s'effondre. Ils vivent de ça, en fait. Et c'est là où ils ont pris, c'est aussi là donc, où ils ont pris le pouvoir sur les États. Donc, je ne suis pas sûre que finalement, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas
aussi voulu, ils tiennent les États. En fait, il y a une question de contrôle politique. Tout Mhm. comme d'ailleurs dans l'entre-deux-guerres, le fait que les banques américaines contrôlassent les titres de dette françaises ont permis de faire pression lorsque Mhm. la France a tenté de faire respecter le traité de Versailles lors de Ah l'occupation oui, de Larot. oui, oui, c'est un moyen de Donc en pression. fait, la dette n'est pas une question économique, c'est une question politique avant tout. Mhm. Voilà. Enfin, Bon. disons que c'est la politique menée par l'économie qui l'a dominée. Je vais pas nous jeter des fleurs, mais je pense qu'on est plus intéressant que Barnier qui cause à la télé sur ce sujet. On va peut-être passer Oui. au deuxième parce qu'on a beaucoup à adopter. Et alors, c'est le clash Retailleau-Fabius. Parce que la Fabius, alors, il y a une nuit du droit. Je ne savais pas qu'il y avait des nuits du droit. Je connaissais la nuit des musées, la nuit du patrimoine. Il y a Ouais. une nuit du droit. Et là, devant un aéropage de grandes personnalités, toutes garantes de l'état de droit, Fabius a dit à Retailleau, qui, je rappelle, a déclaré que l'état de droit, ce n'était pas une chose si importante que ça. Fabius a dit non, là, c'est une ligne rouge. Non, l'état de droit, c'est sacré. Il ne faut pas confondre l'état de droit et l'état du droit. Alors, Là, ce qui est vrai, on confond souvent. L'État avec un E majuscule, État de droit, c'est-à-dire un État géré par le droit, et l'État du droit, ce qui est law enforcement en anglais, c'est-à-dire le fait de faire respecter la loi. Est-ce que je me trompe? Je pense que c'est... et aussi, c'est l'idée que l'état de droit, c'est une atmosphère en réalité. Une atmosphère qui permet aux gens d'avoir une confiance dans la stabilité du droit. C'est par exemple le phénomène de prédictabilité, que le droit ne va pas donner des résultats absurdes, qui ne va pas changer trop souvent. Donc c'est une sorte de Oui. monolithe qui a été, en fait, qui est traduit de l'allemand, Staatsrecht, et que les Allemands ont beaucoup développé après la Seconde Guerre mondiale contre le politique et en fait contre des résultats démocratiques qui pourraient amener des excités au pouvoir. Ils en avaient fait un peu l'expérience dans les années 30, même s'il y aurait beaucoup à dire sur le fait qu'en réalité Hitler n'est pas arrivé par les urnes au pouvoir, mais par les magouilles de Hindenburg et de la classe politique et des élites allemandes. Mais donc, globalement, c'est l'idée que la démocratie peut créer des monstres, donc l'état de droit qui permet de mettre des garde-fous. Et c'est notamment en Allemagne la Constitution qui joue un rôle très important en matière d'état de droit. Ouais. Mais en France, moi, je ne sais pas si c'est très, très défini ce qu'est l'état de droit, parce que ça me paraît un concept beaucoup plus poreux, déjà parce qu'il y a un truc de base. C'est que moi, alors j'aime beaucoup Laurent, hein, il n'y a pas de problème avec lui. En plus, je l'aime d'autant plus que j'ai appris dans l'article du Monde qu'il partait en janvier 2025. Alors, moi, je suis Tu pour sais, la même pas retraite. celui qui va le remplacer fera le même travail, j'imagine. Ouais, mais quand même, Laurent, c'est chaud, quoi. Je pense qu'il a vraiment mérité de. Il a eu une carrière très stressante. Il faut se rappeler tous les problèmes qu'il a eu au moment du sang contaminé dans les années 80. Donc, quand il avait dû partir au Canada, tu te rappelles? Ouais. Suite à des affaires et qui nous Ah avait non, ça, expliqué qu'il c'est aimait. Juppé, ça, le Canada. Ah, pardon, excuse-moi, je confonds. Oh, désolé. Oui. Mais bref, Laurent, je pense qu'il est très fatigué. C'est bien qu'il parte. Aussi la gestion des affaires lors du Covid, du Conseil constitutionnel, le pass sanitaire parfait d'un point de vue du droit, etc., etc. Mais ce que je trouve qui est rigolo, c'est que l'état de droit, dans la conception allemande, on protège le droit du politique. Laurent Fabius, sauf si je ne m'abuse, eh bien, c'est un homme politique. Pourquoi Au au départ. Conseil constitutionnel siègent des hommes politiques Oui. comme Nicolas Sarkozy, François Hollande? Ça fait un mélange des genres. Ah bah, Et donc, oui. C'est comme ce qu'on et peut donc dire des passages entre le privé et le public. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un mélange des genres totalement généralisé. Et en fait, le droit a pris le pouvoir depuis longtemps et les politiques s'en accommodent. Enfin, ce qu'on appelle le fameux gouvernement
gouvernement des Rule juges. of law. Oui, Oui. le gouvernement des juges. Donc, mais Ah, ça c'est quelque chose que depuis surtout l'entrée, la création de l'Union européenne, c'est quelque chose qui avance lentement, puisque la plupart de nos lois sont édictées par la Commission, et déjà aussi là, démocratiquement, c'est quand même, ça commence à devenir un peu direct. Et, ouais. mais quand tu dis qu'en Allemagne, c'est principalement ce qui protège en fait les excès du politique ou de la démocratie, c'est la Constitution. Là, c'est la même chose, c'est ce que nous dit Fabius. Il dit on ne Ah peut ouais, pas mais toucher sauf à la que non, non. Constitution. Non, mais il y a la différence, c'est que l'Allemagne est un vrai état de droit, parce que nous, on est un état de droit bananier. Enfin, c'est n'importe quoi, notre état de droit. Parce qu'en Allemagne, il n'y aurait jamais un politique qui serait à la cour Oui. constitutionnelle. Ce sont des juristes professionnels, des Mhm. gens impartiaux. Aux États-Unis, la Cour suprême, certes, ils sont nommés par le président, Mhm. mais c'est des personnalités qui sont des juristes de carrière. Ouais. Tandis que Hollande, Fabius, c'est quoi leur compétence en droit? Elle est égale à zéro. Donc le problème du Conseil constitutionnel en France, c'est qu'il est Je ne politisé. sais pas, est-ce qu'ils ont des formations juridiques? Je ne connais même pas Oui, la non, formation. mais oui, d'accord, ils ont des formations, ils ont Ouais. fait 3 ans de droit pendant leurs études, mais sinon ils ont fait du politique. Mhm. Puis à chaque fois, Fabius, on nous l'avait vendu en 83. Bah tiens, au moment de la rigueur, on nous l'avait vendu grand économiste. Mhm. Donc nous, je sais qu'en France, ils savent tout faire, mais il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de notre gueule quand même. En plus, un autre exemple, l'état de droit, c'est le Conseil d'État qui le défend. Oui. Et le Conseil d'État, c'est génial. C'est une cour, enfin, un tribunal plus exactement, c'est un tribunal qui est contrôlé par l'État, où les nominations se font quand même dans des logiques, là encore, un peu politiques. Mhm. C'est des hommes politiques qui vont Des décider hauts des gens. fonctionnaires au Conseil d'État, plutôt. Oui, ben, c'est des hauts fonctionnaires, mais donc c'est Mhm. des gens qui sont pas des juristes pur sucre. Mhm. Non, Et non. en fait, le Conseil d'État, c'est un organe de l'État qui va juger si l'État fait bien son travail. Oui. Oui, oui. C'est un truc, Mhm. dans les autres démocraties occidentales, vous Mhm. avez une séparation beaucoup plus forte. Donc l'état de droit en Allemagne, je vois ce que c'est. Mhm. En France, Oui, en termes je de pense, séparation, je comprends ce que tu veux dire. oui, Mais moi, ce que je vois, c'est que le Conseil d'État ou le Conseil constitue sont aussi des relais de l'Union européenne en France oui, pour imposer le droit, les directives européennes et une politique qui est décidée euh, en amont des peuples et des nations. Donc ça, c'est déjà ça. Et ce que je vois, ce que je perçois aussi, c'est que le droit, c'est quelque chose de très complexe qui peut être sujet à interprétation. C'est-à-dire, la règle, on peut l'adapter en fonction de ses intérêts. C'est-à-dire, là, il fallait changer la Constitution pour y mettre le droit à l'avortement. Bon, alors je ne sais plus quelles sont les règles exactes de savoir comment on peut changer, sur quelles règles. alors, il faut réunir le Sénat et l'Assemblée nationale à Versailles en congrès spécial et les modifications doivent être votées par les 2/3 du quorum sénateurs plus députés. Et il n'y a que sur certains sujets qu'on peut voter, qu'on peut changer la Constitution. Alors, Bon, par exemple, on ne veut pas remettre en cause la forme républicaine du gouvernement. bon. On est rassuré. En tout cas, voilà. Bon, sur le droit à l'avortement, ça s'est fait de façon assez facile. Euh, euh, alors que je crois que le droit à l'avortement est loin d'être en danger en France, hein, mais il s'agissait de faire un coup d'éclat aussi. Parce que aux États-Unis, oui, il y a des États entiers qui le remettent en cause, mais c'est même pas le RN qui va remettre en cause le droit à l'avortement. Donc ça, c'était un cinéma. En revanche, sur le référendum, hein, puisque c'est là-dessus que s'exprimait Fabius, il dit ce qui compte, c'est le droit. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et on ne peut pas réformer la Constitution pour tenir un référendum. Alors, De Gaulle l'a fait. Oui, mais
Après, en fait, c'est ça le problème, c'est que l'état de droit devient en fait un synonyme pour maintien d'une caste. Exactement. C'est-à-dire qu'on a une caste qui forme un continuum Mhm. entre les plus hautes institutions de la République et l'Union européenne, Mhm. et qui en fait crée cet état de droit pour justifier les blocages qu'ils craignent que la société française finisse par exiger. Là où on utilise le droit, ce que je disais, pour contrer, en effet, pour contrer la démocratie. Ouais. Tandis que moi, je suis désolé, la Cour suprême, il y a un vrai état de droit aux États-Unis, il y a un vrai état de droit en Allemagne. En Angleterre aussi, ça rigole pas l'application du droit. En France, on le voit par exemple sur la question justement des directives. Les directives, le Conseil constitutionnel allemand avait une jurisprudence très claire, Solange, c'est-à-dire les directives s'appliquent automatiquement tant qu'elles ne remettent pas en cause les principes fondamentaux de la République allemande. Et il y avait eu, maintenant ça doit remonter à une dizaine d'années, une décision qui avait dit stop, là ça va trop loin. Et ça avait été vraiment un avis qui avait été pris au sérieux et que l'Union européenne avait pris en cause. On ne rigole pas avec l'état de droit en Allemagne. Tandis que parallèlement, le Conseil constitutionnel français avait fait une décision très très filandreuse sur le fait que oui, la Constitution européenne, que la Constitution, tant qu'elle était permise par la construction européenne, c'était bon, mais que, très 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 bizarre en fait. Et un exemple typique, le principe de laïcité. Le principe de laïcité est garanti par la Constitution française. Le jour où la CJUE commencera à le remettre en cause, est-ce que le Conseil constitutionnel le défendra tant que ça? On ne sait pas sûr. On ne sait pas où on en est, en fait. Et c'est là où le discours sur l'état de droit, trouve ses limites. C'est qu'en fait, on est face à un état de droit qui est complètement vaporeux en France. Oui, et puis on voit bien le principe de laïcité, il est édicté éventuellement, et il n'est pas forcément, là on parle d'état de droit avec un petit e, c'est-à-dire il n'est pas forcément appliqué. Puisque par exemple sur la question du port du voile à l'école, au bout du compte, là on l'interdit, mais au bout du compte on laisse au directeur d'école le soin de s'occuper de ce sujet qui est un cadeau empoisonné pour eux. Donc il y a aussi la mise en œuvre du droit qui n'est pas toujours là. Et on doit finir sur le sujet, mais il y avait quelque chose que je voulais dire qui était important. Et moi, je peux dire que Retailleau, il a l'air de vouloir foutre un sacré bordel, alors que de toute façon, il sait que mais il son action n'en aura pas les moyens. impact. Pardon. Il sait que son action n'aura aucun impact. Il n'en aura pas les moyens, mais il sera bloqué de partout. Il sera bloqué de partout. Sanctionné par le droit français, mais il dit les trucs là, du genre retirer les associations des centres de détention de clandestins. Alors, c'est typiquement le genre de mesure, ça fait super plaisir aux gens de droite, ouais. Le truc, c'est que connaissant le fonctionnement de la France, à mon avis, si on retire les associations des centres de rétention, il y a des gens qui meurent de faim, quoi. Parce que je doute que l'État soit capable de gérer les centres de rétention tout seul. Oui, mais le problème, c'est que ce soit des associations politisées qui s'occupent de ça. Ça, c'est quand même un problème alors, retirer, je ne sais pas, mais en tout cas, mais bon, de toute façon, l'État est aussi est politisé de la même manière que ces assos. Les associations avec un positionnement d'extrême gauche et l'État avec une volonté de laisser les frontières ouvertes pour d'autres raisons beaucoup moins humanitaires. Et en fait, c'est là où l'extrême gauche est idiot utile du capitalisme financiarisé, mondialisé. Ça, il faut le dire et le redire. Juste pour terminer sur... Ils ont toujours été comme l'extrême droite. Ouais. Oui, l'extrême droite pour d'autres raisons. Non, mais est-ce que je voulais juste terminer sur la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution, ok, elle est il ne faut pas y toucher. Ceci dit, le monde avance, le monde change. À un moment, il faut s'adapter aux nouvelles problématiques. C'est ce qu'on a fait avec la constitutionnalisation de l'avortement. Mais là, sur l'état, par exemple, de l'immigration, puisque c'était le sujet qu'évoquait Fabius sur l'éventuelle tenue d'un référendum sur l'immigration, on ne peut plus s'adapter, on ne peut plus se baser sur le droit tel qu'il est dans la Constitution
où les directives, quelles qu'elles soient, sur l'immigration, je ne sais pas, au Conseil d'État, puisque déjà, la plupart des directives tombent de l'Union européenne. Donc là, il y a quelque chose qui aussi permet de dire c'est un sujet auquel on ne doit pas toucher. Alors qu'en fait, au moment où a été écrite cette constitution, le sujet n'existait pas. C'est comme pour la laïcité. Il n'existait à l'époque que pour le christianisme. Aujourd'hui, il doit s'adapter à une religion qui est théocratique. Donc, Non, mais de toute façon, c'est de la mauvaise foi. C'est oui, qu'il a pas envie de caractérisé, rester en dehors mais de l'immigration et il trouvera toujours un argument juridique. c'est là-dessus que je voulais. L'argument juridique est toujours là, est toujours tenu par des experts juridiques pour aussi Des experts, des là experts. encore, je suis plus. Non, mais plus on est en expert en juridique, plus on peut manipuler le droit aussi, le tordre dans tous les sens pour finalement Ouais, faire ce que l'on veut, comme on veut. nier les Quand on n'a pas une culture de respect du droit. Là encore, j'insiste, parce que, tu vois, par exemple, les Américains, la Constitution américaine, c'est la même depuis leur indépendance, mais en réalité, c'est comme s'ils avaient fait 4-5 réformes de la Constitution, sauf qu'ils l'ont fait de manière intelligente par des arrêts de la Cour suprême, par des juristes qui savaient faire leur boulot. En France, c'est pas ça. Oui, mais nous, en France, on a des juristes qui sont totalement politisés. Alors, est-ce que la Cour suprême... La Cour suprême aussi, c'est quand même le président qui les nomme. Moi, je pense surtout qu'ils ont des juristes compétents. Tandis que nous, en France, on a un culte de la loi. En fait, on fait bouger les choses traditionnellement par des lois. Oui, mais... Et les lois sont votées par les représentants du peuple à l'Assemblée. Sauf que maintenant, en fait, la caste élitaire a complètement vidé de sa substance la notion de loi, comme tu le dis, à cause des directives et à cause de l'état de droit. Donc l'état de droit est un bélier pour décrédibiliser la loi. Et parce que la loi, c'est l'émanation des représentants du peuple. La loi, c'est la dictature de la loi. Hein. C'est comme ça que ça s'appelait sous la Révolution française. Et c'est un terme qui a été repris par la Russie poutinienne. Parce que qui ont-ils dans le viseur quand ils disent ouais, l'état de droit, il faut le défendre? C'est de dire que la Russie n'est pas l'état de droit, parce que quand Poutine est arrivé au pouvoir, il a dit l'état de droit, c'est fini, maintenant il va y avoir la dictature de la loi. Et on voit alors, la dictature de la loi poutinienne n'était pas la loi française traditionnelle, mais ça montre qu'il y a vraiment un combat très profond entre la loi et le droit. Et l'état de droit, c'est un masque pour, en fait, affaiblir la loi, mais sans renforcer le droit, comme ça se fait dans les grandes autres démocraties. Donc, voilà, sujet épineux et complexe, on a dépassé largement en temps, mais c'est des sujets qui ne peuvent pas se traiter en 2 minutes. Mais écoute, la régie va nous tuer. Alors, Israël, Iran, Liban. Commence, vas-y. Les mots nous manquent. Oui. Oui. Donc, il y a eu un tir, donc l'Iran c'était quand mardi soir, une pluie de missiles qui est tombée sur les grandes villes israéliennes. Donc là, c'était une attaque. Jusqu'à présent, l'Iran était assez mesuré dans ses attaques aux rétorsions. Là, ça a été un petit peu plus costaud. Je crois que même le fameux dôme de fer n'a pas forcément été aussi efficace que d'habitude. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que ça commence 250-300 missiles tirés, nous dit la régie, et au moins 100 qui ont atteint leur cible. Que va sans doute y avoir une riposte israélienne. La question, c'est de savoir si les Américains vont les aider. J'ai l'impression que Biden allait dans ce sens. Oui, enfin, je sais pas. Je pense qu'ils sont un petit peu aussi coincés par une opinion publique quand même qui là où Israël, même aux États-Unis.
Au par Liban, un c'est bon. électorat musulman qui monte aussi un petit peu dans certains États. Donc non, enfin, moi je vois les États-Unis comme complètement impuissants, même à trouver un. Puis, il y a quand même le Autonomie. problème que les Israéliens, là au Liban, ils vont franchement, avec des incursions, les Occidentaux semblent quand même pas être très, très contents non plus là-dessus. C'est assez difficile de savoir où on va dans cette situation, mais ça va sans doute pas aller vers un mieux, quoi. Alors, c'est vrai que bon, il y a plein de. Et en plus, c'est un peu difficile de savoir, de démêler le vrai du faux dans ces situations-là, hein. Certains disent que Netanyahou avait de toute façon un plan de longue date pour épurer Gaza Je et veux pas le croire. C'est du aller complotisme. chasser la population vers le Sinaï. Alors, voilà, donc 7 octobre ou pas 7 octobre, en tout cas, 7 octobre a permis de déclencher ce plan-là. Bon, après, je dis ça, je dis rien, comme on dit. Ça, je ne fais que relayer les différents De toute positionnements façon, sur le c'est sujet. certain que le plan existait avant. Ouais, ouais. Et c'est pas le 8 octobre où ils l'ont J'ai vu brutalement sur, sorti de leur cerveau. j'ai vu sur un documentaire une sorte de voyage touristique en bateau par la mer, le long de la bande de Gaza, pour les Israéliens très messianiques, en leur montrant, avec un spectacle de nuit, hein, avec les tirs. Mmh. Ils sont relativement au large pour les protéger, et c'est un spectacle qui est visiblement un spectacle touristique, dans lequel je pense qu'on leur dit en partie que c'est une terre qui leur reviendra bientôt. Bon, alors entre l'Iran et Israël, il y a eu plusieurs événements ces derniers mois, hein. En avril, l'attaque du consulat à Damas. Il y a eu des réactions de l'Iran qui étaient plutôt symboliques, hein, plutôt. Alors peut-être que la Russie aussi tient un peu l'Iran, demande à l'Iran de calmer ses réactions. Moi, je suis pas, je ne suis pas un spécialiste du Moyen-Orient, donc je ne prétends pas à trop commenter ces sujets-là, mais il y a aussi le fait que Israël, comme je pense que maintenant c'est communément accepté, même, je discutais récemment avec une personne juive tunisienne qui va très très souvent en Israël et qui est très très qui défend vraiment l'action de son gouvernement, mais qui reconnaît que Israël a tout fait pour renforcer le Hamas contre le Fatah. Donc ça, je crois qu'il y a Comme ça. peu de personnes, et elle reconnaissait même que les camions de cash circulaient sur le territoire israélien du Qatar vers Gaza pour livrer ou de l'argent ou des armes, je ne sais quoi. Donc je pense qu'à partir du moment où des personnes comme ça reconnaissent ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus nier. Et puis l'assassinat de Nasrallah, donc dans le sud Liban, et donc au milieu du territoire occupé par le Moi, Hezbollah. ce que j'ai trouvé sur l'assassinat de Nasrallah, c'est que les médias ont vraiment insisté sur une onde de choc au Liban, sur l'idée que vraiment tous les Libanais étaient éplorés par l'assassinat de Nasrallah. J'ai un peu du mal à le croire dans le cas des Maronites quand même, parce que les Maronites étaient très opposés, pour certains, à Nasrallah. Et beaucoup de Libanais accusent le Hezbollah, depuis maintenant une vingtaine d'années, d'avoir instrumentalisé le conflit israélo-palestinien sur l'instigation de l'Iran, et d'avoir oublié l'intérêt national libanais. Donc j'ai l'impression Ils que n'ont pas l'intérêt, le Hezbollah n'a pas l'intérêt national libanais à cœur. Le Liban Oui, voilà. a eu la Syrie sur le dos, elle a l'Iran maintenant sur le dos, elle est le jeu de tous les jeux politiques de la région, et pas d'Israël. Oui. Donc non, les Maronites, non, tu disais que les Maronites
Je pense qui qu'il y en ému a de. beaucoup qui Non, en ont assez du Hezbollah. À mon avis, non, je pense beaucoup qu'ils de en ont assez Libanais du en avaient Hezbollah. assez. Les Maronites sont plutôt en tendance. Alors, moi, je vois deux tendances différentes au Liban. Il y a les Maronites qui sont proches des sunnites contre Israël. Je veux dire qu'il y a maintenant moins d'opposition dans certains milieux entre Maronites et sunnites. Et vraiment une véritable opposition à Israël. Mais au sein des Maronites, moi je connais aussi des Maronites qui sont moins contre Israël que d'autres. Donc c'est un peu Oui, c'est compliqué. tranché, mais dans les médias, on a l'impression qu'il y a une vraie unanimité autour de la mort de Nasrallah, et j'avoue que je trouve ça un peu étrange, quoi. Bon, mais je crois qu'on va en reparler la semaine prochaine, de toute façon, de tout ce conflit. Et je te propose, à l'autre coin du monde, la guerre se prépare aussi, avec les îles Chagos. Alors, les îles Chagos, pour nos Je ne sais auditeurs, pas où c'est. ça fait partie des Maurices, donc ce sont des îles paradisiaques, Mhm. et qui ont obtenu leur indépendance, si je me rappelle, au milieu des années 60, 63 ou 65. Et sauf une île où les Britanniques sont restés parce qu'il y avait une base militaire, la base de Don Garcia, qui était une base importante puisqu'elle est située dans l'océan Indien pour contrôler les routes maritimes. Et donc, les Anglais ont déporté les populations qui vivaient sur cette île. Beaucoup sont d'ailleurs partis à Londres et ont vécu dans des conditions de pauvreté. Et le gouvernement de l'île Maurice voulait récupérer cette île depuis longtemps. Le gros problème, c'est que les Anglais la louaient également à l'armée américaine, qui voyait comme ça un point d'appui pour l'océan Indien. Donc, ça a été... Du coup, les Britanniques se sont raccrochés à cette île comme une moule à son rocher, si j'ose dire. Et là, comme il y a quand même eu de vrais problèmes, l'ONU a mis la pression au gouvernement britannique en demandant la décolonisation, un petit peu ce qu'ils essaient de faire avec la Nouvelle-Calédonie. Là encore, cette obsession de l'ONU de la décolonisation de ces îles qui ne sont pas autosuffisantes, c'est quelque chose qui m'étonne. Je trouve qu'il y a un biais idéologique là assez fort. Et là, finalement, les Britanniques ont cédé. Donc, ils redonnent à l'île Maurice la souveraineté sur les Chagos, mais pour 99 ans, ils peuvent encore avoir la base. Ce qui m'amène à penser que donc la guerre avec la Chine est prévue pour une horizon de 99 ans. Parce qu'à quoi servent les îles Chagos à l'heure actuelle? Elles servent surtout à faire un point d'appui pour couper la lifeline, c'est-à-dire un petit peu la ligne de ravitaillement qu'a la Chine, qui la connecte au continent africain via quelques bases qu'elle a égrenées de ci, de là. Si je me rappelle bien, elle en a mis une à Addis Abeba, à vérifier. Non, pardon, peut-être à Djibouti. Bon, bref. L'idée, en fait, c'est que quand il y aura une guerre qui éclatera avec la Chine, les îles Chagos seront un point important pour couper les lignes de ravitaillement. Et à partir de là, comme autant la Chine a l'avantage en mer de Chine, sur la question de Taïwan, sur Okinawa, etc., où l'armée américaine pourra sans doute pas faire grand-chose, si la guerre commence à s'éterniser, les Chagos permettront d'étrangler progressivement la Chine. C'est pour ça que stratégiquement, c'est une zone très importante pour les Américains. 99 ans, ça laisse quand même le temps de voir venir. Peut-être que nos descendants commenteront la rétrocession de Don Garcia au Maurice, comme Hong Kong a fini par être rétrocédé à la Chine en 97. Mais il y a aussi, il faut se rappeler qu'il y a pas mal de mystères autour des zones Chagos, notamment un avion de la Malaysia Airlines. C'est le fameux avion qui a disparu. Oui, MH17, MH17, c'était ça? MH370, oui. Voilà, qui a disparu un peu au large des îles Chagos. Et sachant que, évidemment, il y a des exercices militaires, notamment d'aviation autour de ces lignes, une hypothèse pourrait être qu'il y a eu un tragique accident, une erreur, etc. Mais ce qu'on remarque, c'est que l'affaire a été un petit peu étouffée, on n'en a jamais vraiment beaucoup parlé, parce que si
était apparu que la présence de la base militaire avait eu un lien avec la destruction de cet avion, eh bien, il y aurait sans doute eu une pression internationale qui aurait obligé les Anglais à quitter la base de Don Garcia. Mais Donc il n'y là, d'une avait pas certaine justement manière, à bord de cet avion des dignitaires chinois. Là, je pose la question parce que je me trompe peut-être de vol, enfin de catastrophe d'avion, mais il y avait, ça te dit rien? je me Qui y avait à ra- bord? je me rappelle plus. Je sais que je connaissais des gens qui étaient à bord. La fameuse Mais famille française, là, le fameux père qui a perdu sa femme et ses enfants, oui, oui. s'exprime Mais beaucoup. voilà, ben c'est un accident tragique. Mais on voit que les îles Chagos sont oubliées. Pourtant, elles jouent un rôle crucial dans la géopolitique de l'océan Indien. Et souvent, dans ce cas-là, il y a une auréole de mystère. Mais je crois que tu veux parler d'un autre pays qui se prépare à la guerre. On voit quand même que l'ambiance est en train de se tendre en ce moment en Asie. Oui, alors je ne sais pas s'il se prépare à la guerre, mais en tout cas, au Japon, il est question de... Enfin, il y a un nouveau Premier ministre au Japon qui souhaiterait créer une version asiatique de l'OTAN. Donc ce nouveau Premier ministre s'appelle Shigeru Ishiba. Il vient du Parti démocratique libéral qui est depuis longtemps au pouvoir. Il avait en face de lui d'ailleurs une femme qui était candidate conservatrice proche de Shinzo Abe qui a été assassiné. Donc voilà, c'est un projet, disons, de défense mutuelle contre d'éventuelles agressions chinoises. Et aussi, peut-être pour équilibrer, disons que la présence de bases américaines dans la région, puisqu'il aussi y aurait un projet de bases japonaises sur des territoires américains comme Guam. Voilà, mais c'est totalement à l'état de projet, de tâtonnement. Évidemment, les réactions américaines sont négatives. Celle de l'Inde aussi est négative. Voilà, mais en tout cas, c'est un petit frémissement parce que le Japon est quand même historiquement très, 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 enfin, depuis la Deuxième Guerre mondiale, très, très soumis aux intérêts américains. Et là, il y aurait un frémissement de changement géopolitique. Ceci dit, là, c'est aussi une défiance vis-à-vis de la Chine pour protéger Taïwan. C'est pas complètement non plus en dehors des intérêts américains, Gauthier. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'en pense qu'on est quand même dans une zone qui s'arme très rapidement avec les Philippines, la Corée du Sud, que le Japon a fait depuis 15 ans sa révolution culturelle en parlant de moins en moins de forces d'autodéfense, mais de véritables forces de défense. Et comme chacun sait, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il y a quand même un arc de conflictualité entre l'Ukraine, les tensions en Russie et en Europe de l'Est, on va y revenir, le Moyen-Orient, et là encore, via l'océan Indien, les Chagos, c'est comme un fil d'Ariane qui nous amène au Japon. Ça ressemble beaucoup à une stratégie de cordon sanitaire, un peu ce que le géopoliticien Mackinder, au début du XXe siècle, avait voulu faire pour étrangler l'Allemagne, en créant un peu un ensemble de bases ou d'établissements coloniaux britanniques tout autour de l'Allemagne pour les empêcher de sortir de l'Europe. Sauf que là, c'est vraiment à l'échelle mondiale, puisque la Chine, évidemment, elle est plus difficile à encercler que l'Allemagne, et qu'en plus, les rivages de la mer de Chine sont quand même difficiles à contrôler. Donc, on voit que c'est assez rigolo, enfin rigolo, je ne sais pas, mais dans le camp occidental, il y a à la fois un renforcement des acteurs tout proches de la Chine, que ce soit la Corée du Sud, les Philippines ou le Japon. Si j'avais mauvais esprit, je dirais les proxys qui vont s'en prendre plein la gueule.
un peu comme ce que l'Ukraine a été en Europe de l'Est. Et après, en fait, une stratégie beaucoup plus large, en fait, comme s'il y avait 2 cercles pour toucher les lignes de ravitaillement mondial. Parce qu'on se rappelle que la Chine sans pétrole, bah, ça serait quand même compliqué. Donc, comme si le filet était en train de se mettre avec 2 couches. C'est l'impression que ça donne. Le filet avec 2 couches, est-ce que tu peux préciser? Bah, c'est-à-dire que le filet pour enserrer la Chine, il y aurait d'un côté une première rangée de pays qui seraient des pays asiatiques comme le Japon, Oui. pour en fait livrer le combat en mer près des rivages de la Chine, près des littoraux de la Chine, et Oui. bloquer le pays, essayer d'arriver à un enlisement. Et une fois que l'enlisement serait atteint, en fait, la Chine perdrait progressivement des forces vitales à mesure que le deuxième filet, qui passe cette fois-ci par l'océan Indien, le Moyen-Orient, etc., pourrait la priver de ses ravitaillements. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a une stratégie militaire cohérente qui se met en place à ce niveau-là et qui est quand même pas très, très optimiste parce que c'est quand même une stratégie militaire, quoi. Et la perspective d'un affrontement militaire entre la Chine et les alliés des États-Unis, c'est quand même pas quelque chose dont on devrait se réjouir. Oui, mais alors cette décision du Japon, c'est un petit peu ambigu parce qu'il reste des alliés des États-Unis, tout en souhaitant se construire un système de défense qui soit un peu indépendant. C'est quoi l'équilibre selon toi? Il y a toujours un peu une forme de deal, c'est que le Japon a évidemment la nostalgie d'avoir une vraie armée et d'avoir la souveraineté militaire. Ils sont un peu dans la situation et ils sont là-dessus sur une situation meilleure que l'Allemagne. Mais il y a quand même un dossier, à mon avis, que le Japon veut rouvrir, c'est le dossier de la Seconde Guerre mondiale. Parce que quand on regarde le Conseil de sécurité de l'ONU, typiquement, les 5 pays qui sont présents sont les 5 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ça remonte à maintenant 80 ans. Et je crois qu'un pays comme le Japon, et dans une moindre mesure l'Allemagne, voudrait y être aussi membre du Conseil permanent de sécurité de l'ONU. Et là-dessus, je Et on crois aimerait que bien y évincer la Russie. Oui, et je crois que bon, ça sera pas possible, mais je crois que le Japon essaie de négocier des choses avec les Américains pour redevenir une puissance normale et effacer en fait cette position de sous-puissance qui est la même que celle de l'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Et là, comme les Américains ont besoin du Japon pour contrer une éventuelle offensive chinoise sur Taïwan, il doit y avoir des tractations à ce niveau-là, quoi, où les Japonais disent qu'est-ce que vous nous donnez en échange. Et à mon avis, peut-être que les Japonais font le calcul que la guerre n'éclatera pas. Ça, c'est souvent un mauvais calcul quand on essaie de tracter avec une grande puissance en se disant bon, on va prendre des engagements en cas de combat, mais il n'y aura pas de combat et on va s'en sortir en ayant les trucs. Ça me rappelle un petit peu, c'était la Russie qui promettait de faire la guerre à Napoléon en se disant de toute façon, on ne pourra jamais la faire parce que Napoléon ne sera pas assez fou pour attaquer l'Autriche. Et tant que l'Autriche n'est pas en guerre contre Napoléon, on peut pas aller faire la guerre aux Français. Et donc, ils avaient eu l'idée, on va se faire financer de la modernisation de l'armée russe par les Anglais en échange d'une promesse d'assistance si Napoléon attaque l'Autriche. Et les Russes ont été bien embêtés, un peu comme la cigale, bien dépourvue lorsque la bise fut venue, lorsque Napoléon a attaqué l'Autriche et qu'ils se sont retrouvés à devoir se battre à Austerlitz, ce qui les a amenés à quelques déboires. Demande si les Japonais ne seraient pas un peu comme les Russes, à se dire on va essayer de gratter 2-3 tickets et il n'y aura pas la guerre, et puis boum, à voir, à suivre. Oui, voilà, à suivre en effet. On est dans la prospective un peu. Je lis ce que nous dit la régie, parce que la régie, elle devrait vraiment faire l'émission avec nous, parce qu'elle a plein de choses à dire.
Et on essaye de lire ces commentaires en même temps, et qui sont très pertinents. Donc, Alors donc, je lis les commentaires que les Japonais sont confinés à une mentalité posture défensive avec l'article 9. C'est déjà mieux que rien. C'est vrai, c'est l'état de droit. On voit que ça sert. Et l'acceptation de l'existence des forces d'autodéfense par la gauche dans les années 90 a cimenté cet état de fait. Oui. parce que nos positions... Mais Pardon. voilà. Mais je propose qu'on passe au dernier sujet, qui est toujours un sujet très pacifique, puisque c'est le redéploiement de l'armée française en Europe de l'Est. Parce que globalement, l'armée de terre, puisque avant l'armée de terre avait comme centre de gravité le Niger, le Mali, mais comme on vient de s'en faire virer, également du Burkina Faso, si je ne m'abuse, Mm. eh bien, on doit repositionner nos forces. Et on les repositionne où? Eh bien, de plus en plus en Europe de l'Est, Mm. Notamment en Roumanie, Oui, c'est ce que pour montrer que si les Russes menacent ses alliés, la France sera prête. Alors, il y a un nouveau centre de commandement, le CTE, qui s'est beaucoup étoffé ces dernières semaines. Mm. Et Ces derniers mois, j'ai entendu qu'il y avait un grand centre, en effet, comment on pourrait dire, comment on pourrait appeler ça, une base qui était construite en Roumanie, sur laquelle beaucoup de Français travaillaient, étaient envoyés. Et ça fait des mois que j'ai entendu cette information-là. Oui. Donc, il y a vraiment eu cette bascule. Et alors, moi, il y a quelque chose que je trouve assez frappant dans l'article du Monde, c'est que manifestement, le grand enjeu stratégique, c'est montrer la crédibilité de la France sur ce dossier. C'est-à-dire la crédibilité de l'armée française à s'engager en Europe de l'Est. Et je trouve que c'est assez parlant par rapport à notre diplomatie, parce que quand on cherche à montrer sa crédibilité, c'est que les gens ne nous prennent spontanément pas au sérieux. Vu ce qui se passait en Afrique ces dernières années, c'est vrai que notre crédibilité s'est beaucoup amenuisée au profit des Russes, d'ailleurs. Et donc, peut-être là, c'est assez, oui, voilà, reconstruire une crédibilité du côté Est contre les Russes, d'ailleurs. Oui, mais ça risque quand même d'être un peu compliqué. Parce qu'en Afrique, militairement, l'opération Serval n'a pas été un échec, c'est un échec politique, en fait, surtout. Donc, il y a enfin, on a un peu l'impression que l'armée française se perd, parce que, alors, ça va être très impolitiquement correct de le rappeler, mais Marcel Déat, futur collabo, en 1939, titrait « Mourir pour Danzig ». Oui. Donc Gdansk, point d'interrogation. Et ça montrait un petit peu le malaise à l'époque où l'adversaire était quand même l'Allemagne, qui était clairement une menace pour la France, mais que nous pouvions contrer parce que nous avions une armée quand même qui était efficace. Là, je ne vois pas trop qu'est-ce qu'on cherche comme crédibilité. Mourir pour Bucarest, alors moi, j'ai rien contre. En l'occurrence, je ne crois pas que ce soit Bucarest. C'est juste que la base est là, mais la Roumanie est quasiment à la frontière ukrainienne. Oui, et puis il y a aussi comment ça s'appelle, la Transnistrie, en Moldavie. Oui, il y a la Moldavie. Alors, j'ai pas de carte en face de moi, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a la Moldavie, la Transnistrie. Enfin, oui, donc d'Odessa, là. On voit que c'est le flanc sud, mais là-dessus, moi, j'avoue que alors, la crédibilité vis-à-vis des autres acteurs, des autres puissances de la région, enfin des pays de la région, ça peut se comprendre. Il est bien indiqué que la crédibilité française passera également par le soutien qu'elle apportera à l'Ukraine. Donc ça, c'est assez clair. Mais même si on arrive à gagner la confiance des Moldaves, je suis un petit peu perplexe quant à la crédibilité vis-à-vis de la puissance qui est visée, la Russie, que l'armée française se batte pour la Moldavie. Parce qu'à mon avis, ça fera quand même beaucoup de remous dans l'opinion publique. Quand on voit les remous que ça avait fait en 1939 d'intervenir en Pologne, où il y avait quand même une justification qui était bien plus évidente pour l'opinion, parce que c'était quand même lutter contre l'Allemagne,
Là, je crois que 80 ans plus tard, ça passerait pas dans l'opinion, en fait. Oui, mais est-ce qu'ils sont là pour la Moldavie? Ils sont là. Est-ce qu'ils sont vraiment là pour ces territoires qui seraient éventuellement envahis? Je comprends pas parce que. Moi, je comprends pas en fait pourquoi ils seraient là. Mm. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une manœuvre. En fait, c'est assurer la crédibilité de la France dans l'Union européenne. D'abord, la régie nous le rappelle, l'armée française tiendrait environ un mois sur 100 km de front avant d'arriver à court de munitions et d'hommes en état de combat. C'était un rapport de la Cour des comptes qui avait Voilà, précisé ça. voilà. Donc préciser, c'est fait très, très réel. Après, s'ils sont là, il y a la question d'Odessa qui est tout près et qui est un éventuel ultime but de guerre de Poutine. J'aurais plutôt tendance à penser à ça. C'est à la Transnistrie, oui, elle est peuplée majoritairement de russophones, nous dit la régie. Elle abrite aussi des troupes russes. Donc peut-être que là aussi, c'est aussi une base par rapport à cette région un peu fantôme. Mais en parlant, si je puis me permettre une dernière chose, en parlant toujours dans l'article que j'ai trouvé assez fascinant, parce que en parlant de crédibilité, notamment de l'Union européenne, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de Schengen des armées. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on va mettre des armées françaises dans des pays, c'est ultra compliqué d'un point de vue logistique. Et là, brutalement, j'ai eu un moment de vertige où j'ai imaginé en fait toute la paperasse, tout l'administratif pour faire bouger des troupes à l'intérieur de l'Europe, pour faire bouger des Portugais pour aller en Slovaquie. Enfin, et là, je me suis dit que la crédibilité, on avait encore un peu de... Mais quand on veut, on peut, regarde, ça s'est fait assez rapidement, cette base en Roumanie. Ouais. Oui, mais la Roumanie, on était là comme depuis... quoi, le droit est adaptable en fonction des intérêts immédiats aussi. Mais la Roumanie, ça fait longtemps qu'on avait une base ici. Oui, mais là, parce que moi, j'ai pas lu l'article dont tu parles. Mais là, c'est pas seulement une base, c'est qu'il y a des militaires qui sont envoyés. Oui. Que nous dit l'article exactement? Je veux dire, la base, elle a été étoffée. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'avant dans cette base militaire en Roumanie? Je pense qu'il y a surtout le CTE, donc à Lille, qui est une base de commandement. Et sinon, la Roumanie, il y a un site oui, la France a obtenu l'autorisation de poser ses gros porteurs à Blasov, une petite ville des Carpates, à 1h30 de route de la base de Sinkou, qu'elle opère pour le compte de l'OTAN. Un autre site de prépositionnement, en grande partie financé par l'OTAN, est en développement en République tchèque. Des accords ont été passés avec la Grèce pour utiliser ses infrastructures portuaires. Le reste du trajet s'effectue en train via la Bulgarie. Donc on voit que c'est vraiment la mise en place. Il y aura aussi un exercice de grande envergure au printemps 2025, Dacian Spring. Donc ça ressemble à des manœuvres, mais là encore, je pense pas, je ne sais pas si ça pèsera vraiment sur la résolution des conflits dans la zone. Et l'OTAN dans tout ça? Il y a des liens ou... Ah oui, c'est pour le compte de l'OTAN. Ah, c'est complètement pour le compte de l'OTAN, d'accord. Voilà. D'accord. Bon, écoute, à voir, mais c'est pas très engageant tout ça. Non. Bon, c'est sur ces tristes mots, sur ces mots un peu... On dirait dans une autre époque, on entend quand même un peu les bruits de bottes, quoi. Oui, ça ressemble, c'est comme ça, des multiples petits événements, toutes les guerres que l'on a pu connaître, enfin les guerres qu'on a principalement étudiées, celles du XXe siècle, commence comme ça des années avant avec des tas de comme ça de... Oui, et commence toujours par des conflits localisés. Voilà. Parce que c'est ce que les historiens appellent le halo de la guerre. On se rappelle que la guerre de 14
14-18 n'a pas réellement commencé en 14, comme on le dit, elle a Oui. commencé en 1912 avec les guerres balkaniques, Oui. voire à la limite en poussant un petit peu dans l'affrontement anglo-germanique avec la guerre des bourgs au début du XXe siècle. Mhm. Donc, Mhm. on voit une configuration qui se cristallise pas Et pour le dans, meilleur. et dans aussi les explications des guerres mondiales, on oublie trop souvent l'aspect économique qui est très peu étudié, en tout cas par exemple à l'école. Il y avait aussi, pour la Première Guerre mondiale, des Une crise rivalités économique en économiques 1907. entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, avec le fameux aussi rail, comment on appelle ça Le Bagdad-Ban Oui, qui voilà. devait Et, permettre, justement, dont on parlait aux Allemands d'échapper à l'encerclement. Une crise économique en 1907, aussi une crise mondiale, qui brille par son absence dans les manuels scolaires, mais qui a déstabilisé le capitalisme mondial. Bref, il y a beaucoup de choses qui font des échos avec la situation actuelle. des échos, et dont on parle peu. Et en fait, si on en parlait davantage, on pourrait faire plus de parallèles. Parce que voilà, l'assassinat de l'archiduc, on n'entend que ça, et c'est très insuffisant pour comprendre Oui, déclenchement oui, des bien guerres. sûr, bien sûr. Mais c'est... Bon, espérons que cette fois-ci, eh bien, les gens se rendront compte à temps de ces bruits de bottes et sauront les éviter. Je propose qu'on arrête là, Flavie, parce qu'on Oui. a encore exposé tout le temps. Mhm. Et bonne soirée. Alors, et bonne soirée aux auditeurs. Bonne soirée aux auditeurs. Bonne soirée, Gauthier. Soutenir